Parfait, donc bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour commencer, je voudrais remercier euh, les organisateurs, en particulier les collègues qui ont accepté d'intervenir dans le cadre de cette table ronde. Je voudrais remercier Nordine Helm qui a coordonné cette rencontre. Et je rappelle donc l'intitulé de cette table ronde, e-learning et innovation pédagogique à l'Université marocaine, enjeux et perspectives. Donc cette table ronde réunit aujourd'hui des enseignants, chercheurs de la Faculté des Lettres et des Sciences humaines de l'Université Mohamed I Oujda. Elle sera répartie, si vous le voulez bien, en deux volets. Le premier volet sera essentiellement un cadrage théorique. Et puis, il y a un deuxième volet que nous avons intitulé retour d'expérience et retour d'expérience comme pratique de terrain. Si Medir Douri, si Zimani et si Gambour, vous vous occuperez du premier volet. Et puis, c'est Hero, Azi et Simsava Tijini, pardon, du deuxième volet, retour d'expérience qu'on pratique de terrain. Alors, nous aurons à peu près une cinquantaine de minutes, ce qui nous amène à nous répartir pour le timing à peu près 10 minutes pour chaque sous-volet, donc à peu près 10 minutes, ce qui nous fait environ 45-50 minutes en tout. Qu'est-ce que je devais dire? Donc voilà, nous pouvons, à mon avis, commencer. Pour commencer, je voudrais donc m'adresser à Mehdi, si tu veux bien, Mehdi Khoudouri. Est-ce que tu peux nous dire à peu près une espèce d'état des lieux au sein du supérieur, nous dire globalement ce qu'il en est des technologies et du e-learning au niveau du supérieur. Ensuite, j'enchaînerai, si tu veux bien, pour t'inviter à nous mettre dans le bain à propos d'une question plutôt simple et complexe en même temps, à savoir les technologies comme, on va dire, comme tremplin pour initier, puis pour mettre en place et surtout pour développer cette nouvelle culture parce qu'il s'agit effectivement d'une nouvelle culture, à savoir celle de l'innovation pédagogique au sein de l'université. Je te cède la parole, Simedi, si tu veux bien, merci. Merci, Monsieur le Président, chers collègues, mesdames et messieurs. Pour contextualiser mon propos, je commencerai par une affirmation du philosophe français Michel Serres qui disait que les nouvelles technologies nous ont condamnés à devenir intelligents. Alors, le savoir et les fonctions cognitives étant extériorisées, nous sommes donc condamnés à devenir inventifs et transparents. Donc, s'il y a un apport à souligner des technologies dans le vécu de l'homme, de manière générale, c'est qu'elles lui ont permis de se libérer et surtout de libérer ses fonctions cognitives des activités répétitives et mécaniques pour se concentrer sur la créativité et l'innovation. Donc, voilà l'apport principal des technologies dans le vécu de l'humain. Par conséquent, l'université
et on parle là de l'université marocaine, ne peut être qu'intelligente, mais non dans le sens d'une cité intelligente, comme on en parle beaucoup actuellement, avec de l'Internet des objets et des services et objets connectés, mais dans le sens où les acteurs universitaires, à savoir les enseignants et les étudiants, seraient libérés du travail répétitif pour avoir la possibilité de mettre en œuvre leur créativité, leur inventivité et celle, bien entendu, de leurs étudiants. Et aussi vivre et partager de nouvelles perceptions de leur réalité. Mais malheureusement, ce n'est pas encore le cas pour notre université. Notre université est réduite à sa fonction classique de transmission et de transmission, bien sûr, des savoirs et de validation des acquis des étudiants. Marcel Lebrun, l'un des experts du domaine du e-learning et un physicien des particules à la base, disait que enseigner, apprendre en ligne vacille entre le mirage technologique et le virage pédagogique. Donc, il y a cette hésitation entre le technologique et le pédagogique. Donc, à l'échelle de nos universités, on est de plus en plus conscient de cette situation et surtout du caractère instrumental du technologique. Mais des structures sont à mettre en place pour réussir cette mutation pédagogique, induite, bien entendu, par les révolutions technologiques que nous vivons depuis quelques décennies et qui ont bouleversé les systèmes de valeurs, les exigences, les attentes, les cadres de référence et tout ce qui structure les différentes composantes sociales, économiques à l'échelle planétaire. Donc, le maître mot actuel, c'est le pédagogique. Mais qui dit pédagogie dit nécessairement la primauté de l'humain et du sens. Et le sens que nous considérons comme étant la raison d'être de toute quête et bien entendu de toute entreprise. Et qu'on vient de revenir aussi sur quelques mythes qui entourent l'appropriation des technologies. Premier mythe, c'est que l'outil technologique, c'est le tout, il peut régler tous les problèmes et répondre à tous les besoins. Or, beaucoup d'études ont montré que le technologique n'apporte rien de plus et il pourrait devenir un obstacle ou voire source de problèmes, comme par exemple l'addiction, s'il n'est pas utilisé comme un catalyseur de nouvelles pratiques pédagogiques et comme un catalyseur aussi de changement, de perception pour, bien sûr, être créatif et innovant. L'autre mythe, et qui domine malheureusement nos universités, c'est qu'on continue à penser que le contenu scientifique et les ressources sont l'essentiel de l'opération enseignement-apprentissage. Dans ce sens, Michel Serres interpelle les enseignants et pour leur dire « arrêtez de transmettre, tout a été transmis ». En réalité, le contenu ne devrait être que le support, le prétexte pour développer des apprentissages et permettre aussi la maîtrise des compétences qu'on vise et surtout les compétences qu'on appelle celles du XXIe siècle. Donc, les contenus changent, mais les apprentissages et les compétences restent. Troisième mythe qui entoure l'usage des TIC, c'est qu'on considère que l'acteur humain est neutralisé, marginalisé dans les dispositifs technopédagogiques. En fait, le facteur humain est indispensable dans le processus, dans la mesure où l'enseignant
apporte du sens à la distance, comme il le fait dans le face-to-face, dans l'enseignement classique. Alors, pour répondre à votre question, à votre deuxième question qui concerne les technologies comme possible tremplin pour installer une culture de l'innovation à l'échelle de l'université, il faudrait rappeler que, comble du paradoxe, malheureusement, les innovations technologiques ont vu le jour grâce à l'université et au sein des universités. Donc, toutes les innovations technologiques ont vu le jour grâce au travail des universités. Ces innovations, comme vous le savez bien, ont changé la face du monde, les modes d'être, les modes de percevoir, etc. Mais ils n'ont pas eu le même impact en retour sur l'université et sur ses modes de transmission et de production des savoirs. Donc, d'une part, l'université a donné beaucoup pour que le vécu des gens, de l'homme, de l'humanité change, mais ces innovations n'ont pas été exploitées pour faire évoluer ces modes de fonctionnement, malheureusement. Donc, l'innovation technologique n'aurait d'impact positif sur l'université que si elle contribue à installer, comme je l'ai déjà dit, une culture de l'innovation et de la créativité au sein de l'université, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Ainsi, la présence des outils numériques dans le vécu universitaire de l'enseignant pourrait motiver ce dernier à se donner de nouvelles missions de formation, axées surtout sur les intelligences multiples, sur l'intelligence collective, une appropriation raisonnée des innovations technologiques, des innovations tout court, pour relever, bien entendu, les défis du XXIe siècle, en particulier les défis de la révolution de l'intelligence artificielle. Cette appropriation intelligente des outils numériques et technologiques de manière générale donnerait du sens aux formations et aux productions scientifiques des universitaires. Car en l'absence de cette dimension du sens dans nos actions, on serait prisonnier de l'innovation technologique avec une régression à l'infini. Rappelons-le, l'innovation technologique n'aura d'impact positif que si elle met en œuvre et en valeur le potentiel créatif à la fois des enseignants et des étudiants. Ce qui favoriserait ce positionnement, c'est que pour la première fois dans l'histoire, l'étudiant est considéré dans son individualité, grâce bien sûr à l'usage des outils numériques. L'étudiant maintenant est en mesure de s'approprier ces outils à la première personne. Il quitterait ainsi la posture classique d'un personnage passif, même dans l'acte basique d'accéder au contenu pédagogique numérique. Maintenant, l'étudiant, même si en allant accéder aux contenus qui lui sont offerts ou qui lui sont proposés sur une plateforme, il aura à être actif. Voilà donc l'apport immédiat de l'usage des technologies. Dans un environnement numérique, il est en mesure, donc je parle toujours de l'étudiant, il est en mesure de prendre la parole en s'adressant aussi bien à ses pairs, aux autres étudiants, mais aussi aux enseignants qui sont en posture d'accompagnateur dans le processus d'apprentissage. Donc voilà, l'étudiant peut prendre la parole grâce, bien sûr, à l'outil technologique. L'étudiant peut aussi assumer la posture de créateur de contenu. Ça, c'est nouveau. Donc, pour la première fois, l'étudiant pourrait donc proposer des contenus à la fois à ses pairs, mais aussi à ses enseignants, au moins pour validation. Donc, ces différentes postures
était inconcevable avant l'intégration des outils numériques dans les dispositifs de formation. Donc, c'était impensable que les étudiants puissent assumer ces différentes postures. Donc, il ressort de cette expérience médiatisée que des nouvelles images sont échangées. Les images, les étudiants, les enseignants, les différents acteurs universitaires ont donc de nouvelles images à échanger entre eux. De nouveaux rapports au savoir sont rendus possibles. Les compétences ont pris le dessus sur les savoirs théoriques et abstraits. Et c'est une bonne percée. Au niveau proprement pédagogique, l'appropriation des autonomies a permis de recourir à de nouveaux scénarios pédagogiques, des scénarios plus centrés sur les apprenants, des scénarios orientés compétences, des scénarios intégrant l'expérience de l'étudiant sur les réseaux sociaux, et enfin, des scénarios qui font de la place à l'interactivité, ce qui faisait défaut dans nos pratiques enseignantes traditionnelles. En conclusion, je cite Daniel Burgos, dont Les solutions radicales et learning, un ouvrage collectif paru en 2020 chez l'éditeur Springer. Il disait, grâce donc à la technologie appropriée dans le bon contexte, avec la meilleure adéquation au public cible, l'éducation peut être améliorée de manière drastique, ce qui signifie une meilleure performance, l'acquisition de compétences, l'adéquation avec les attentes de l'utilisateur et avec les besoins du marché. Il cite les technologies qu'on pourrait appliquer dans le processus de formation, les jeux sérieux, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, les laboratoires à distance, l'apprentissage en ligne, l'apprentissage mobile et bien d'autres technologies clés qui permettent de mieux expliquer les contenus proposés, d'impliquer pleinement les étudiants et les enseignants dans le système éducatif. La technologie donne un autre angle au même contenu, c'est-à-dire un nouveau regard sur les contenus proposés, et offre à l'utilisateur une expérience personnalisée et repousse ainsi les limites de la connaissance un peu plus loin. Et je vous remercie. Le micro, s'il vous plaît. Le micro, voilà, j'y arrive. Bien, merci Mehdi, merci beaucoup pour ce tour d'horizon et surtout les différents angles auxquels tu as ramené les deux questions que j'ai posées. Je retiens quand même de tout ce que tu as dit, parce que tu as dit beaucoup de choses, les acteurs essentiellement concernés par ces contenus-là, à savoir l'enseignant d'un côté et l'étudiant. Il y a beaucoup de choses quand même auxquelles l'enseignant et l'étudiant sont confrontés. L'enseignant, évidemment, apporte du sens comme il l'a toujours fait, comme il le fait et comme il le fera dans pratiquement toutes ces interventions dans le processus de transmission des savoirs, et surtout cette conversion qui relève des contenus et surtout des constructions des savoirs à partir des contenus par l'étudiant. Donc, beaucoup de choses qui sont étalées, ce qui nous amène donc à interroger cette culture pédagogique en termes d'innovation au sein de l'université,
pour nous poser une question toute simple pour que cette culture d'innovation puisse se développer. Semble qu'il faut mettre en place et surtout, il me semble que il faut tenir compte essentiellement pour que le tout se développe des enjeux et des défis auxquels notre université marocaine est amenée à faire face, auxquels elle doit faire face. Quels sont donc ces enjeux, quels sont ces défis, du moins les principaux enjeux, les principaux défis auxquels l'université doit actuellement faire face, et puis surtout comment elle pourrait anticiper pour pouvoir aller vers une maîtrise de ces enjeux et de ces défis auxquels elle doit faire face. Donc, quels sont ses principaux défis et enjeux? Et puis, quel rôle? Oui, je pourrais formuler l'idée de cette façon-là. Quels sont les rôles du e-learning pour relever tous ces défis à travers ce que Madi Kaddouri vient de nous parler. Peut-être, c'est Toufik Azimani, tu pourrais peut-être, toi qui es dans le bain depuis assez longtemps, nous dire ce que tu en penses. Merci, Monsieur le Président. Très heureux de pouvoir prendre part à cette table ronde qui, on va dire, traite de la question du e-learning et de l'innovation pédagogique à l'université marocaine. Et je remercie également Simedi pour ce tour d'horizon concernant les nouvelles technologies et leur intégration à l'université. Pour revenir à la question posée concernant les enjeux et les défis, je crois qu'il est important de souligner au départ qu'on vit actuellement dans un contexte en perpétuel changement. Et bien évidemment, sous l'effet de la globalisation, le risque est grand de perdre les repères, surtout pour les sociétés non productrices ou principalement consommatrices. Donc l'université, dans tout ça, par la force des choses, n'échappe pas à cette situation que je qualifierais de peu confortable, où le rythme d'évolution interne de celle-ci, c'est-à-dire l'université, est largement, on va dire, dépassé par ce que propose le marché. Donc, il n'est désormais plus possible pour l'université de garder la même posture ou tout simplement rester à l'écart de ces changements-là. À ce propos, bien évidemment, les acteurs de l'enseignement supérieur se rendent compte progressivement, avec cette invasion brutale, je dirais, des technologies dans leur quotidien, que s'ils souhaitent conserver leur place de leader et leur pouvoir, ils se doivent d'innover régulièrement pour s'adapter à l'évolution de cet environnement en mutation permanente. Alors, dans ces conditions, il est tout à fait légitime de se poser la question suivante. Comment adapter l'université à ce contexte changeant sans bien évidemment renoncer à sa mission fondamentale de formation, de développement des compétences, de formation de citoyens. Autrement dit, sans perdre son âme et sa raison d'être. Donc, il faut avouer que les défis auxquels l'université est confrontée au quotidien sont divers et variés. Nous n'avons pas la prétention de les évoquer en détail, mais nous nous contenterons de citer quelques-uns avec ce qui nous semble pertinent comme action possible à entreprendre. D'abord, le défi de la pertinence et l'efficacité des résultats de la recherche scientifique à l'université marocaine. À cette question, une piste me semble très prometteuse, celle
du décloisonnement disciplinaire. Je m'explique. La recherche scientifique, partout dans le monde, fait appel de plus en plus à l'interdisciplinarité, alors que les structures académiques des universités marocaines, dans leur état actuel, gardent, on va dire, jalousement leur division essentiellement disciplinaire, ce qui représente, à mon sens, un obstacle majeur à dépasser, pour justement tenter de saisir la complexité inhérente aux problèmes étudiés à l'échelle de la recherche scientifique de l'université. Donc, l'une des entrées possibles pour gagner en termes de qualité et de compétitivité, des résultats de la recherche scientifique à l'université marocaine serait de repenser l'architecture pédagogique et scientifique des structures académiques de telle manière à garantir cette fluidité créative, intradisciplinaire, interdisciplinaire, comme vous voulez. Le deuxième défi porterait sur l'objet lui-même de l'action universitaire qui semble figé dans le temps et ne répondant plus aux véritables besoins des nouvelles générations. L'adaptation de l'université à ces nouveaux besoins passerait l'anticipation et la projection dans le futur à travers le développement des compétences du XXIe siècle. On peut globalement résumer, entre autres, en 4 C, la créativité, coopération, communication, esprit critique, auquel Jérémy Lamry a rajouté une qualité que les machines ne peuvent pas développer, à savoir la compassion, en passant par l'affect, bien sûr. Car, comme disait Taddei, ce qui compte aujourd'hui n'est pas tant de connaître les solutions d'hier, mais plutôt d'inventer celles de demain. Et si on veut le dire autrement, le rôle de l'université et de l'école en général est de préparer les apprenants à réagir de manière pertinente et efficace dans les situations complexes de la société de demain, de les former à poser les bonnes questions. Ça, c'est très important. Troisièmement, au défi de l'accessibilité de l'usage du numérique à l'université. Il est primordial de passer par des plans d'action numériques complets et de le mettre en place. Ce plan, généralement, il vise à développer les compétences numériques, d'abord chez les étudiants et également chez les enseignants, à travers les programmes de formation, les guides d'usage, les référentiels, les tests, etc. Ce plan vise également à encourager l'utilisation optimale des outils numériques au service de l'enseignement et de l'apprentissage, savoir les tutos, les guides, les abonnements, les ateliers de prise en main, etc. Il vise également à réduire au maximum la fracture numérique dont souffre encore notre université à travers, on va dire, fournir l'accès aux machines, les zones d'accès gratuites à Internet, la standardisation des usages numériques pour l'ensemble des services offerts aux utilisateurs, etc. Et enfin, ce plan vise également à gérer efficacement les flux d'utilisateurs et des contenus. Je termine avec l'idée d'ouverture concernant les défis, si vous voulez, d'ouverture concrète de l'université sur la nécessité d'ouverture concrète de l'université sur des collaborateurs actifs en dehors des murs institutionnels pour dépasser les cadres de pensée habituels qui gardent encore des schèmes cristallisés dans une sorte de moule imperméable aux diverses tentatives de changement. Il faudrait s'ouvrir réellement sur des acteurs appartenant à d'autres horizons, porteurs de projets innovants. Nous les avons sur le papier, ça, mais c'est la concrétisation qui fait défaut. Projets innovants ayant besoin de l'appui scientifique de l'université pour les concrétiser. Alors, si à la question du rôle du e-learning pour relever ces défis, mettons-nous
d'accord au début sur le fait que l'approche à adopter devrait être opérée de manière systémique pour éviter de réduire, si vous voulez, les actions entreprises à une seule dimension, sachant que le e-learning n'est qu'une entrée parmi d'autres. Si l'on prend par exemple l'expérience québécoise dans ce sens, un intéressant plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur a été adopté en 2019 pour faire face aux défis des changements technologiques du XXIe siècle. Ainsi, 3 orientations majeures ont encadré ce plan d'action. Une première orientation visait à soutenir le développement des compétences numériques des jeunes et des adultes. Ça, c'est la première orientation. La deuxième orientation visait à exploiter le numérique comme vecteur de valeur ajoutée dans les pratiques d'enseignement et d'apprentissage. Et une troisième orientation, c'est de créer un environnement propice au développement du numérique dans l'ensemble du système éducatif, pas seulement à l'université, également au primaire et au secondaire. Et pour répondre à cette question du rôle du learning, nous trouvons que les mesures proposées dans la deuxième orientation sont intéressantes à tout point de vue. Pour réussir ce défi, il s'agit de mener un ensemble de mesures on peut énumérer quelques-uns, comme le fait de soutenir l'acquisition et le développement des ressources éducatives numériques, l'acquisition ou bien la conception déjà. Encourager des projets d'innovation liés aux technologies numériques, développer des outils d'évaluation en format numérique aussi, assurer la libération des données ouvertes et favoriser leur utilisation, développer une plateforme nationale de ressources éducatives numériques, implanter une plateforme partagée de services pour les bibliothèques universitaires, favoriser le déploiement de la formation à distance, développer les cours en ligne ouverts massivement, les MOOC, les SPOC, etc., pour répondre à des besoins de formation à grande échelle, regrouper l'ensemble de l'offre de formation à distance en enseignement supérieur, favoriser le partage d'expertise en formation à distance. Ces mesures qui touchent à la fois les pratiques innovantes, les ressources, les services, la formation à distance, bref, le e-learning, sont susceptibles, en cas d'opérationnalisation efficace, d'améliorer le processus d'enseignement-apprentissage en lui, gagner en termes de qualité d'enseignement et qualité d'apprentissage. Avant, on raisonnait seulement en termes d'enseignement. Maintenant, l'enseignement est pris en considération par rapport à l'apprentissage. C'est autour de l'apprentissage que se focalise l'action. Garantir l'accès au savoir et la production au savoir via les plateformes. Favoriser l'interactivité, les outils nous permettent de ça, la simulation, une meilleure gestion de temps, d'espace, un meilleur accès aux ressources, une meilleure gestion des apprenants, une meilleure gestion des apprentissages. Voilà, à mon sens, comment le e-learning pourrait participer à relever le défi du XXIe siècle. Je crois que c'est à vous le parler. Merci, Sitoufik, merci beaucoup. Je voudrais retenir un volet qui me paraît intéressant, à savoir celui je dirais, de l'adaptation de l'université à ces technologies et aussi l'adaptabilité, si je puis dire, des technologies au contexte des accès au savoir, aussi bien par les enseignants que par les étudiants, parce que l'université a quand même une histoire au niveau de ses pratiques qui sont traditionnelles
Et puis, en ce moment, nous sommes, comme cela a été dit tout à l'heure, nous sommes en présence d'une espèce de tremplin. Et il faut donc que l'université trouve des espèces d'entrées. On trouve des entrées, tout simplement, des entrées possibles, des entrées qui soient efficaces, qui soient utiles et qui soient aussi économiques pour pouvoir s'approprier le numérique qui est, ne l'oublions pas, un choix stratégique de l'université marocaine. Donc, la question serait celle-ci: quelles entrées possibles pour une appropriation, je dirais, entre guillemets, sage et efficace du numérique comme choix stratégique de l'université marocaine. Et si l'on arrive à entrevoir quelques réponses, quelques ébauches de réponses possibles à cette question, il y en a une qui est immédiatement impliquée par cette question-là. En quoi une stratégie nationale en e-learning serait-elle une nécessité? Oui, une nécessité. On pourrait même dire en ce moment qu'il ne s'agit pas simplement d'une nécessité, mais peut-être aussi d'une urgence pour une mise à niveau de l'université marocaine. Et là, je pense que je ne me trompe pas si j'utilise cette notion de mise à niveau de l'université marocaine, telle que cette mise à niveau est forcément liée aux technologies, à l'innovation pédagogique et tout ce que cela implique comme nouvelles conversions, nouveaux changements, nouvelles pratiques au sein de l'université marocaine. C'est Rachid Gambour, tu pourrais peut-être nous éclairer un peu sur ces questions-là. Merci. Merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord... Oui? Allô? Est-ce que vous m'entendez, Monsieur Al-Qadir? Très bien. Donc, merci, Monsieur le Président. Permettez-moi d'abord de rappeler que le débat que nous menons aujourd'hui autour des technologies trouve ses racines dans l'histoire humaine et remet le rapport problématique homme-machine sur le devant de la scène. Ce débat est passé, comme vous le savez, d'abord du mythe et l'exemple de l'inventeur Dédale, dont les inventions ont fini par la mort de son fils Icare ont fait foi. Et puis à la philosophie avec Homère, Aristote, et première définition de la technique, techné comme production, construction, puis avec Platon, Descartes, D'Alembert, Kant, Michel Serres et Bernard Stiegler et Stéphane Vial pour le contemporain, pour arriver aujourd'hui au big data, à l'intelligence artificielle, au blockchain, aux impressions 3 dimensions, aux puces implantées, à la nanotechnologie. Donc, ce long processus se caractérise aussi par des ruptures profondes en passant du stade oral au stade écrit, puis aux écrans, avec la révolution numérique qui est en cours. Et ce passage interroge donc le rapport support-message, le rapport avec soi-même, le rapport aux autres, au savoir, à sa valeur, à sa quantité en ligne, expliqué par le professeur Fleury tout à l'heure. Et dans notre ère, caractérisée par la disruption et l'accélération considérable des technologies de plus quotidiennes, l'école n'est plus le seul lieu d'apprentissage. Et cette nouvelle situation constitue une réalité ambiante et une source d'incertitude et de perte de repères qui perturbe le processus d'appropriation évoqué dans
la première partie de la première question. Technologie, il y a certes une sensibilisation directe, mais également une sensibilisation douce et implicite avec l'univers technologique en général. Cela est vérifié à travers l'usage personnel de ces technologies dans les e-services, par exemple, la communication à Internet, la production de contenu sur les réseaux sociaux, etc. Ce qui constitue un impact sur les systèmes sociaux. Et dans le domaine de l'éducation, on passe à un niveau soi-disant supérieur qui concerne l'usage professionnel exigé par des besoins ou des obligations, à l'exemple de la présentation des cours à l'aide de slides, du vidéoprojecteur, le traitement aussi des cours sur l'ordinateur et l'échange de messages électroniques avec les collègues et les étudiants. Et d'ailleurs, la situation d'urgence provoquée par la pandémie COVID-19 a créé un nouveau choc. On peut dire aussi une nouvelle source d'incertitude et d'hésitation qui s'ajoute à la première à travers le passage exigé cette fois au télétravail pour les enseignants et l'apprentissage en ligne pour les apprenants. Le troisième niveau qui est plus important, si l'on veut citer le modèle de Rabi, c'est celui de l'usage pédagogique, qui admet des activités ponctuelles et fréquentes de transmission et de production des connaissances qui favorisent le développement des compétences disciplinaires et transversales en lien avec les technologies, et ce qui va permettre de ces environnements d'apprentissage actifs et signifiants. Pour répondre à la deuxième partie de la première question qui concerne les entrées possibles pour s'approprier ces technologies en contexte universitaire, il faut rappeler aussi que dans l'état actuel, les situations de crise peuvent facilement déstabiliser le déroulement normal des études. Donc, la nécessité aujourd'hui est de répondre à la question comment concevoir un système de formation complexe qui peut réagir aux changements encore incertains de l'environnement, comme la rentrée que nous proposons concerne le statut du numérique à l'université. Et ce statut doit être déterminé de manière claire en vue d'institutionnaliser l'enseignement en ligne et les domaines connexes, à l'exemple de la charge horaire des enseignants, la diplomation en ligne, la reconnaissance, la qualification, entre autres. La deuxième entrée est la qualité qui ne concerne pas uniquement, bien sûr, l'enseignement en ligne, mais également l'enseignement présentiel, en vue de gagner en efficacité et en efficience et assurer une amélioration continue à travers des indicateurs de performance. Et dans ce sens, je renvoie l'auditoire à une nouvelle norme ISO qui vient de voir le jour ce mois-ci. C'est l'ISO 29994 concernant l'éducation, les services de formation et les exigences relatives aux services d'enseignement à distance. Une troisième entrée que nous jugeons aussi importante est la flexibilité et l'ouverture du système de formation, en vue de tenir compte des différents contextes, la massification, les situations de crise, l'intégration, etc. Et cette ouverture du système permet d'encourager la logique des innovations ascendantes. Et dans ce sens, l'université devrait être capable de passer de manière souple et fluide d'une modalité d'enseignement à l'autre, pratiquement d'un modèle présentiel à l'hybride, au modèle complètement à distance ou comodal avec des ouvertures sur les MOOC et le SCOLE. La quatrième entrée touche l'infrastructure technologique qui doit garantir à l'université un équipement qui favorise l'équité et l'égalité des chances et un accès stable et permanent. Nous devons bénéficier de nos erreurs lors du confinement pour assurer la connectivité et l'égalité des chances dans l'accès aux ressources numériques. C'est une entrée qui oblige le concours des différents efforts des institutions concernées par l'accès au réseau Internet gratuit pour les étudiants. La cinquième entrée est de nature pédagogique et touche le modèle pédagogique.
orienté apprentissage et basé sur des approches actives et socio-constructivistes dans le cadre d'une ingénierie pédagogique qui mise sur l'autonomie et l'apprentissage personnalisé. Aussi, le développement des compétences douces nécessaires pour le traitement des informations et l'ouverture sur des ressources éducatives libres. Une sixième entrée touche la recherche scientifique, qui devra accompagner la transformation numérique pour éclairer les choix institutionnels dans ce sens. La recherche permet de prendre le recul nécessaire et favorise le développement d'une posture réflexive sur les pratiques professionnelles, individuelles et collectives. Une dernière entrée, et pour nous, c'est la formation et la motivation des ressources humaines. Et dans ce contexte de réforme, l'enseignant est l'acteur principal et des doctorants en e-learning est une nécessité, voire un choix stratégique, comme vous avez cité tout à l'heure, Monsieur le Président, et qui doit être concrétisé en vue de passer d'un état d'anxiété vis-à-vis du numérique à un état d'engagement et de motivation où le travail en ligne est aussi comptabilisé à côté du travail en présentiel. Nous pensons que ces entrées peuvent mettre les bases d'un écosystème numérique ouvert et flexible pour l'université marocaine et améliorer ainsi sa visibilité. Je vais, si vous permettez, passer très rapidement sur la deuxième question et de rappeler encore une fois l'état des lieux actuel qui se caractérise par des efforts considérables déployés par l'ensemble des universités marocaines. C'est un effort vraiment à saluer et à encourager. Mais ces efforts sont fortement conditionnés par les contextes locaux et varient en quantité et en qualité d'une université à l'autre et d'un établissement à l'autre au sein de la même université. Donc, le degré d'acceptabilité et le niveau de l'utilité perçue des technologies exigent à leur tour un traitement basé sur la recherche scientifique. Et cette situation nous met dans la nécessité d'ouvrir les canaux de communication verticaux et horizontaux et de capitaliser les efforts et mutualiser les ressources produites et les expériences des enseignants-chercheurs pour agir en parfaite synergie. Et conscient de la force de l'intelligence collective, le ministère de l'Éducation nationale est en train d'élaborer Si vous avez activé le son, s'il vous plaît. Oui, j'active le son, mais là, je crois que c'est Rachid a un problème. Moi, je oui, n'entends plus. la connexion. C'est Oui, un problème de connexion. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Oui, oui, tout à fait. Oui. Alors, Non, on ne t'entend plus. C'est Rachid. j'ai dit que accompagner dans l'enseignement supérieur est donc imparable. Et on voit la définition d'un modèle de considération les besoins en matière du e-learning, la diversité des contextes locaux et pour accompagner les interventions Problème revient. C'est le même problème, M. Tijni aussi.
c'est au fait que tu peux être utile, s'il te plaît, si tu peux aider Rachid. Oui, je vais essayer de le Merci. rappeler. Je sais que c'est assez frustrant, mais si notre ami Rachid n'a plus de connexion, je propose que nous passions au deuxième volet. Allô? Oui, Est-ce que vous m'entendez, monsieur? oui, là je vous entends. Mais là je vous entends plus. C'est bon, c'est Rachid? Et est-ce que vous m'entendez, monsieur le président? Je vous entends, mais ça... Oui, très bien. Oui. Et peut-être que j'ai perdu la connexion. Alors, je disais que ce changement incrémental et non de rupture pourra installer, à notre sens, un nouveau paradigme dans le sens de Kuhn. Et ce paradigme éducatif innovant permet de monter un écosystème numérique flexible et ouvert, incluant ainsi le cadre législatif, le cadre de la gouvernance administrative, le cadre technologique et le cadre pédagogique, caractérisé par la diversification des modalités d'enseignement-apprentissage. N'oublions pas que la cible principale est l'étudiant et le souci n'est pas de résoudre le problème de massification à travers le e-learning qui reste quand même une solution possible étudiants pour intégrer le marché du travail et affronter des défis encore inconnus auxquels ils devront faire face. Donc, ce plan stratégique devra permettre, à notre sens, l'alignement des visions autour de la politique éducative, le des axes prioritaires, l'amélioration de la gouvernance administrative et l'accompagnement des usages et des pratiques liées au numérique. Donc, nous pensons que le disons de maturation sera non par la mise en place des machines et des outils, comme ont signalé mes collègues, mais par la réalisation des objectifs communs qui tiennent compte des enjeux nationaux et internationaux. Merci, Monsieur le Président, et j'espère être à temps. Merci beaucoup. Merci, Rachid, merci beaucoup. À travers ce que tu as dit, j'ai retenu une série d'abord de notions, big data, intelligence artificielle, etc. Dans ce que tu as dit, on peut retenir en fait que il faudrait beaucoup de ruptures. Des ruptures nécessaires, certes, mais à mon avis, ce sont des ruptures qui relèvent plus d'une révolution que de passage ou de transformation douce pour éviter les chocs. Ainsi, les impacts, comme vous l'avez dit, sont nets, seront tout à fait clairs, évidents, non seulement sur les systèmes éducatifs, mais aussi sur les systèmes sociaux. Et c'est ce qui me permet donc de glisser maintenant vers
vers des témoignages, en tout cas vers des retours d'expérience comme pratique de terrain. C'est le deuxième volet que j'ai annoncé au début de cette table ronde. Et là, je m'adresse donc à ces héros. Et c'est Mustafa Tijini. Mustafa Tijini, je ne sais pas s'il a l'accès parce que j'ai vu tout à l'heure qu'il a eu un problème d'accès. J'espère que le problème est résolu. Donc, ce deuxième volet de retour d'expérience, je voudrais le formuler sous forme de cette question toute simple. ما هي أهم الخلاصات التي يمكن الخروج بها من تجربة التعليم تجربة التعليم عن بعد خلال فترة الحجر الصحي. Et je cède la parole à ces héros qui a vécu, je le sais, cette expérience de manière tout à fait évidente avec les étudiants. C'est héros qui est géographe et qui a toujours besoin de rencontrer ses étudiants, de les voir et puis surtout de rester en contact avec les étudiants pendant la période du confinement. Ciro, qu'est-ce que tu en penses? Merci, Zazie. Merci pour tous les collègues de la plateforme e-learning de Oujda. Je vous remercie une deuxième fois, Zazie, pour le cadrage général de cette réunion. Donc, le premier point, c'est quelque chose de nécessaire pour mettre un peu les points sur les i et donner la vision globale du cadre dans lequel on raisonne. Parce que, comme vous savez, donc, l'enseignement ou le processus d'enseigner repose sur trois piliers. Il y a l'enseignant et il y a le contenu et il y a les élèves ou les étudiants. Aujourd'hui, c'est un changement, je dirais un changement profond qu'on discute et qui pourrait peut-être apporter certainement des avantages, c'est sûr, mais qui pourrait aussi afficher quelques limites. Donc, le premier point, on a fait un peu le tour, mais le deuxième point, le deuxième volet, il est plus important parce qu'en fait, on doit savoir où sommes-nous dans ce projet de pédagogie numérique, un projet qui doit apporter du renouveau, du changement, qui doit donner un appui au processus éducatif et à la fonction même de l'université peut-être dans l'avenir. Mais ce retour d'expérience ou ce vécu depuis la pandémie du Covid, c'est une expérience nouvelle, elle est récente. Donc, c'est difficile à évaluer en l'absence d'études d'évaluation qui devraient être menées par les principaux acteurs dans ce domaine, à savoir tout le processus de la pédagogie et de la formation au niveau de l'université. Par exemple, un des indicateurs, c'est celui du taux de participation, le taux de présence des étudiants. Si dans le présentiel, on suppose que le taux de présence des étudiants et de participation des étudiants est à 50%, par exemple, il est de combien dans le learning et de combien à distance?
Mais ceci étant, on doit quand même dresser ou essayer de présenter une approche méthodologique d'évaluation de ce processus et de ses résultats. Et je propose par exemple d'analyser 3 composantes qui interviennent dans le processus. La première, c'est celle des acteurs des ressources humaines, c'est-à-dire des enseignants. Eh bien, est-ce qu'il y a une mobilisation? Est-ce qu'il y a une adhésion? Ce qu'il faut reconnaître à travers l'expérience, c'est qu'il faut vraiment procéder à une reformulation des ressources, des activités, des documents pédagogiques qu'on présente aux étudiants. Il faut vraiment faire un grand effort pour restructurer tout ce que nous donnons, tout ce que nous faisons depuis des années. Maintenant, on doit le présenter d'une autre manière. Présenter d'une autre manière, à savoir que il faut que chacun se dise et se garde dans la tête que à distance, moi, en tant qu'enseignant, je ne serai pas présent. C'est mon document pédagogique qui doit assurer la tâche et qui doit toucher le bénéficiaire et arriver à l'étudiant à la bonne destination dans de bonnes conditions. Et cette question-là, elle n'est pas facile. Il faut retaper, il faut retravailler son cours parce qu'il n'est pas permis c'est pas de se tromper, il n'est pas permis de ne pas atteindre ses objectifs pédagogiques de chaque séance et s'assurer que le contenu vraiment a atteint son objectif et qu'il a été reçu, adopté, bien accueilli par le destinataire, c'est-à-dire l'étudiant. Donc, côté ressources humaines, côté adhésion, côté mobilisation, je pense que nous devons encore faire plus d'efforts pour se mettre dans la nouvelle dynamique qui doit vraiment, je ne veux pas dire qu'il doit dominer dans le futur, mais doit quand même être un bon complément à l'approche classique et à la méthode classique de l'enseignement. Et dans ces conditions, il faut admettre qu'il y aura une surcharge horaire, qu'il y aura un effort supplémentaire à fournir et que l'enseignant doit accepter de supporter cette surcharge et doit accepter aussi de reformuler, de revoir son contenu et tous ces documents pédagogiques. Le deuxième niveau d'évaluation ou d'analyse, c'est le destinataire, c'est-à-dire le bénéficiaire, c'est-à-dire l'élève, l'étudiant. Est-ce que cet étudiant, ce bénéficiaire, est dans une situation qui lui permet de réaliser que ces apprentissages doivent se faire d'une autre manière que la méthode, d'une autre manière que celle qui est suivie, qu'il a l'habitude de pratiquer dans le passé. Bien sûr, nous raisonnons dans une phase où nous n'avons pas le choix, donc on était dans le 100% à distance, et si on admet qu'on reste toujours dans le 100% à distance, est-ce que l'étudiant se met vraiment dans la nouvelle ère et dans la nouvelle réalité qu'il doit suivre, qu'il doit accomplir pour réussir ses acquis et ses apprentissages dans de meilleures conditions. Je ne parle pas du côté technologique, je ne parle pas de l'accès aux moyens techniques, ça c'est le troisième point. Je parle de l'étudiant en tant que quelqu'un qui cherche
à acquérir un savoir et il doit l'acquérir, il doit le faire par cette méthode et par cette approche et par ces moyens, ces nouveaux moyens. Le troisième point, c'est entre l'enseignant, le professeur et l'étudiant, il y a la plateforme, il y a le côté technologique. Donc, il y a le partage, je ne vais pas dire la maîtrise, mais le partage de cette technologie qui doit se faire à égalité entre toutes les parties. Et vous savez bien, cette contrainte, cet handicap, que vraiment nous sommes encore dans une situation qui ne nous permet pas d'avancer, que tout le monde ait accès égal à cette technologie et qu'il peut se partager cette technologie sans difficulté, sans problème, à n'importe quel moment, etc. Tout en sachant que cette technologie ou cette technique nous permet encore de revoir le temps, c'est-à-dire l'emploi du temps, le temps d'acquisition des connaissances et du savoir, puisque dans le passé, nous avons un emploi du temps qui est limité, avec des plages horaires la matinée, l'après-midi. Maintenant, on peut se retrouver avec une plage horaire plus élargie, qui peut s'étaler sur les 24 heures, ou du moins, nous avons une matinée, une après-midi et une soirée. On peut avoir des cours dans la soirée, on peut avoir des travaux dirigés, on peut avoir des TP, on peut avoir beaucoup de choses. En rapport avec le premier point, c'est-à-dire l'apport de l'enseignant et l'effort supplémentaire qu'il doit supporter, il faut savoir que si on parle de la pédagogie numérique, ce n'est pas tout simplement l'enseignement à distance, c'est un peu plus. Donc, c'est-à-dire profiter et bénéficier de toutes les fonctionnalités que permet la plateforme. Et parmi ces fonctionnalités, il y a le suivi, le travail en groupe. Donc, travailler avec des effectifs limités, pouvoir répondre au cas par cas, c'est-à-dire traiter des questions personnelles à chaque étudiant. Tout ça, si vous voulez, ça donne une surcharge et un effort supplémentaire. Donc, il y a aussi d'autres questions. Si on veut revenir à la période du confinement et à l'état d'urgence sanitaire, en rapport aussi avec le lancement de l'enseignement à distance, c'est aussi un avantage peut-être, puisqu'on n'aurait pas être là où on est aujourd'hui si on n'était pas obligé de se lancer, de se convertir ensemble dans l'enseignement à distance. Donc, on était obligé de se convertir. On s'est donné un temps limité, 3 à 4 jours, pour demander aux enseignants de lancer leur support sur la plateforme. C'était pour l'année dernière. Et puis, cette année, on a fait mieux. On a un peu évolué. On a fait beaucoup mieux que l'année dernière, en utilisant aussi la plateforme dans les mêmes conditions de confinement. On avait procédé à une amélioration du contenu sous forme de séances, hebdomadaires ou bi-hebdomadaires, avec une granulation, comme disaient les collègues de la plateforme, une granulation des cours, des sections, des sous-sections, des forums, c'est-à-dire des techniques, des fonctionnalités qui sont dans la plateforme et qui permettent aussi de toucher le maximum d'étudiants et de répondre au maximum de questions qui sont posées et de se garantir que le contenu a abouti dans les mêmes conditions aux destinataires. Donc, je peux aussi avancer sur certains avantages. Quels sont
les avantages qui permettent qui nous poussent à aller vers l'enseignement à distance. Je ne parle pas du coût de la formation, ça peut avoir un impact sur le coût de la formation, ça peut avoir un impact sur l'organisation des flux des étudiants, parce que, comme vous savez, dans une ville ou dans une région, nous avons une université et tous les flux des étudiants convergent vers ce lieu-là. Et à l'intérieur de la ville, nous avons des flux qui convergent le matin vers l'université et le soir, il y a un mouvement de retour, c'est-à-dire centripète et centrifuge pour retrouver son domicile. Et ça impacte sur les déplacements urbains, ça impacte. Donc, c'est une question qui se pose au niveau de la gestion des flux estudiantins chaque jour et le matin et le soir. On conclut. Oui, Serhou, peut-être qu'on va laisser céder la parole à Sitigini pour pouvoir compléter, puisque je pense qu'il aura à aborder certaines questions. 30 secondes. Oui, bien sûr. En Bien sûr, je t'en prie. conclusion, je dirais qu'il faut mettre en place un système d'évaluation à base d'une grille d'indicateurs pour mesurer un peu où sommes-nous et quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, quels sont les points forts, quels sont les points faibles à améliorer et à développer. Merci. Merci, Serhou, merci beaucoup. Moustafa Tijini, je te réserve l'honneur de conclure avec la même question que j'ai posée à Serhou. Si tu veux bien, nous t'écoutons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bonsoir, chers collègues. Alors, il m'a été demandé donc de rapporter un peu une expérience modeste que nous avons vécue au sein de notre structure de recherche, à savoir le laboratoire Langue, Culture et Communication. Donc, c'est une expérience, il faut le rappeler, qui ne date pas de la période de la COVID, mais qui remonte à quelques dizaines d'années, puisque notre structure de recherche a adhéré à un chantier qui a été inauguré par le laboratoire dirigé par notre cher professeur, M. Mehdi Khoudouri. Et suite à l'accompagnement dont nous avions bénéficié, nous avons pu donc mettre en place un dispositif simple, modeste, qui nous a permis donc d'intégrer ce monde numérique, aussi bien dans nos pratiques professorales que dans nos activités diverses. Donc, dès le début, notre structure de recherche a été consciente qu'il est inévitable de ne pas justement intégrer les outils technologiques dans ce processus d'enseignement-apprentissage. Et donc, c'est une expérience qui a émané d'abord d'un constat stipulant qu'il est inévitable aujourd'hui de ne pas recourir à ces outils technologiques parce que le monde le veut, l'impose, et donc nous avons participé à cette évolution, cette révolution numérique pour pouvoir justement bénéficier et faire bénéficier nos membres et nos doctorants, nos étudiants également, de l'apport de ces technologies de l'information et de la communication qui peuvent apporter une contribution intéressante, notamment à nos pratiques pédagogiques. Donc, c'est une expérience à travers laquelle nous sommes lancés un défi, à travers la conception d'abord d'un certain nombre de projets et dispositifs novateurs dans le domaine du numérique éducatif, et bien sûr, grâce à l'accompagnement de nos collègues, et puis par la mise en œuvre de nouvelles approches lors de l'implantation des technologies de l'information et de la communication dans nos pratiques enseignantes et professorales. Et à travers également la création d'un certain nombre d'environnements hypermédias dynamiques pour dispenser des formations ouvertes à distance. Et puis par la création et l'animation de communautés d'apprentissage en ligne, notamment
les étudiants du master et les doctorants, et finalement à travers l'élaboration de diverses ressources numériques. L'objectif que nous sommes fixés dès le début, c'est d'abord, au niveau interne, de permettre aux membres de notre laboratoire, de notre structure de recherche, de découvrir des dispositifs pédagogiques innovants qui sont conçus par des acteurs créatifs. Nous avons donc jugé qu'il est intéressant justement de tirer profit de ces dispositifs pédagogiques qui sont innovants. Et puis, ça nous a permis, à un certain moment, de repenser un petit peu nos pratiques et de nous démarquer des pratiques traditionnelles en essayant de les conjuguer, bien sûr, à des nouvelles pratiques basées sur le recours à des outils numériques. Le but est donc d'améliorer l'enseignement de chacun de nos membres du laboratoire. Et du côté de l'étudiant, c'est, si vous voulez, cette adhésion à ce dispositif vise également le développement de l'autonomie de nos apprenants et la promotion également du travail collectif, du travail collaboratif et l'échange également entre les pairs. Mais qu'il me soit permis également de dire que c'est une expérience qui est encore à ses débuts, qui est à sa phase embryonnaire, et ce qui nous a souvent poussé à la soumettre à une évaluation pour pouvoir justement détecter les défaillances d'un côté et bien sûr valoriser ce qui a été bien fait. Alors, nous sommes toujours posé la question, comment peut-on donc améliorer cette expérience et garantir également une utilisation optimale de ces outils? Eh bien, la première des choses, et je pense que ça a dû prendre beaucoup de temps et nous avons dû déployer beaucoup d'efforts parce que, il faut l'avouer, au début, il y avait une certaine résistance, une certaine réticence. C'est une réticence qui s'est dissipée petit à petit en mettant, si vous voulez, un dispositif de sensibilisation au profit des membres de notre structure, ce qui nous a finalement permis de repenser avec tout le courage qu'il faut, repenser nos pratiques enseignantes et surtout repenser le statut de l'enseignant qui n'est plus seulement celui qui dispense le savoir, mais il faut qu'il en soit conscient, il est également le médiateur de l'acquisition du savoir. Ce qui fait que d'un point de vue didactique, le triangle, c'est-à-dire cette relation triadique qui relie enseignants, étudiants et contenu, a été également repensé en intégrant un quatrième élément, celui de l'outil technologique, la plateforme également, puisque désormais, on n'est plus face directement avec l'étudiant, mais on le contacte à travers, bien sûr, un outil. Et dans ce sens-là, nous avons donc multiplié les séances de formation interne qui, bien que ça ne soit pas de façon officielle, mais des accompagnements individualisés parfois qui ont débouché sur l'amélioration de nos pratiques sur la base, bien sûr, de ces nouvelles technologies. Donc, c'est une expérience qui n'est pas encore arrivée à son terme, mais elle est en cours justement de formation et je pense que les circonstances que nous sommes en train de vivre actuellement vont certainement nous pousser à améliorer cette expérience et à travailler davantage sur la formation des enseignants, la formation des membres de la structure en particulier. Alors, l'expérience ne s'est pas limitée uniquement à tout ce qui est enseignement-apprentissage, que ce soit au niveau du master ou au niveau de la licence fondamentale, mais elle s'est étalée également aux formations doctorales, puisque ce dispositif numérique nous a également permis de garder contact avec nos doctorants, leur dispenser toute la formation qu'il faut pour qu'ils puissent justement travailler dans les meilleures conditions. Comme cela a été rappelé par Sehrou, il y a toujours des problèmes, il y a toujours des handicaps,
mais je pense que avec ce début, je pense que l'avenir sera certainement meilleur. Et s'il y a un objectif qui a été atteint, c'est certainement celui de convaincre et d'inciter les enseignants à prendre justement conscience de l'intérêt de ces moyens, de ce dispositif numérique qui ne peut que promouvoir justement et améliorer les pratiques enseignantes et bien sûr garantir un enseignement peut-être équitable si bien sûr les conditions sont favorables, équitable à tous les étudiants, mais je pense que il y a encore beaucoup de travail à faire, que ce soit au niveau de l'équipement ou que ce soit au niveau des formations internes et continues au profit des enseignants. Voilà donc ce que je peux dire à propos de cette modeste expérience que nous avons vécue et que nous sommes en train de vivre encore. Voilà. Et Zazie, merci beaucoup. Merci beaucoup, Safa, merci beaucoup. J'avoue que je me suis laissé entraîner par le plaisir de vous écouter, de nous écouter mutuellement, de nous entendre réciproquement, puisque nous avons largement dépassé le temps qui nous est imparti pour cette table ronde, mais j'avoue que c'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup. Je remercie les personnes qui ont organisé, qui nous ont permis d'organiser cette table ronde. Je remercie la dame qui nous a accueillis au début de cette table ronde. Et voilà, mes chers collègues et amis, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très belle soirée en espérant que Ramadan soit doux pour chacun d'entre nous et que le plaisir et l'effort vers l'innovation soient accompagnés par tout le courage nécessaire pour les enseignants et pour les étudiants. Et voilà, je vous dis donc bonne soirée, au revoir et merci à toutes et à tous. Voilà, je vous remercie. Au revoir. Au revoir. Merci. Merci, merci monsieur. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. À très bientôt.